Bonjour, je voudrais vous proposer un nouvel épisode dans lequel je vous propose une relecture de Bliss. J'ai écouté cet épisode où il y a les 3 amis qui racontent leur maternité et leur lien d'amitié au travers de leur maternité. Donc Muriel, Chloé et Alizée. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je voulais revenir dans ce qui a été dit dans leur récit. Quand j'ai écouté l'épisode, j'ai beaucoup pleuré. Mais comme beaucoup d'entre vous peut-être, parce que il y a une de ces personnes-là qui a perdu un bébé. Et donc évidemment, je me souviens plus, je crois que c'était Muriel, mais c'est pas sûr. Et j'ai eu plein de sentiments mêlés, mais on y reviendra peut-être en deuxième partie de ce podcast. J'ai réfléchi au format de cet épisode de podcast que je vous propose là, des relectures des épisodes de Bliss. Et c'est vrai que ce qui aurait été vraiment super, ça aurait été que je puisse glisser des extraits de ce que je commente pour que vous ayez vraiment en tête ce dont je parle, ce dont il est question et le matériau de base. J'ai fait quelques petites recherches et je crois que j'ai pas trop le droit de faire ça pour des questions de droit d'auteur, des droits d'autrice, parce que je pense qu'il s'agit de la propriété de Clémentine Gallet. Donc j'ai pas le droit. Donc je me dis que c'est pas très grave, je vais essayer d'être claire. Pas ma qualité première. Voilà, de toute façon, sur cet épisode, je crois qu'il n'y a pas énormément de choses sur lesquelles je vais vouloir revenir. Je pense que ça peut être très bref. Et si une erreur que j'ai faite par contre quand j'ai pris mes petites notes sur cet épisode-là, de Muriel, Chloé et Alizée, c'est que j'ai pas noté les prénoms des personnes quand les personnes intervenaient pour expliquer ce qu'elles vivaient, j'ai pas noté. Donc là par exemple, je vais vous dire quelque chose qui m'a interpellée, mais je ne sais plus de quelle personne on parle. Ok. Une des premières choses qui m'a interpellée, qui me semble importante de commenter ou de donner un avis ou de critiquer, parce que la critique constructive c'est bien, c'est donc à la minute 42, j'ai quand même noté les minutes, quand une des mères interviewées, donc elle explique qu'en fait elle a dû faire une FIV, qu'elle avait des difficultés à concevoir son bébé, à tomber enceinte, et donc elle a fait une FIV, et arrive le moment de l'accouchement, et en fait elle explique que dans la maternité dans laquelle elle a été pour accoucher, il considérait, et donc là je mets des guillemets, que quand il y a une FIV, on connaît précisément la date de conception, donc on déclenche forcément. Et donc effectivement, ça se comprend d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que tu as une FIV, donc tu sais précisément une fécondation donc in vitro, donc tu sais précisément quand a eu lieu la fécondation, et donc en théorie, tu sais quand est-ce que le fœtus devrait arriver à maturation si tu suis ce qui est écrit dans les protocoles et les manuels d'obstétrique et de médecine. Pourquoi ? Parce que dans ces manuels, et ce que considèrent ces protocoles, c'est qu'une grossesse, ça dure 41 SA. Ça, c'est ce qu'on considère en France. Aux États-Unis, on considère que c'est 40 SA. Oui, on est dans un système qui considère qu'une grossesse, c'est 41 SA. On est quand même dans une pratique qui considère qu'une grossesse normale, elle va pas forcément durer 41 SA. Elle peut durer de 37 à 42 semaines d'aménorrhée. Et il me semble quand même que, donc oui, cette fourchette large qu'on nous donne, elle sert à pallier d'éventuelles erreurs au niveau de l'échographie de la datation. Mais il me semble aussi que cette fourchette, elle est là quand même pour dire, on est à peu près conscient que une grossesse, quelque chose qui se passe dans le corps humain, on ne peut pas prévoir une durée absolument précise de cet événement. Une grossesse, ça ne peut pas durer pile poil 41 SA. Enfin, bien sûr que ça peut, mais on ne peut pas considérer que ce soit la norme, une mesure aussi précise. Donc j'ai envie de penser que quand même, cette fourchette qu'on nous donne, qu'un bébé peut arriver entre 37 et 42 SA, c'est oui pour compenser les erreurs qu'il peut y avoir au niveau de l'échographie de datation et le fait que on ne sache pas toujours forcément pile poil quand a eu lieu une fécondation, parce qu'on sait qu'une ovulation, c'est pas forcément à J14 d'un cycle qui serait forcément de 28 jours, ça déjà, c'est pas le cas de toutes les femmes. On sait ensuite qu'un spermatozoïde, il peut vivre jusqu'à 6 jours dans un utérus, donc en fonction du rapport, etc., on ne peut pas, normalement, prédire
précisément à quelle date il y a une fécondation et à quelle date devrait naître un bébé. Je pars du principe quand même que cette grande fourchette qu'on nous donne, c'est pour dire on sait quand même pas vraiment exactement à quelle date a eu lieu la fécondation, mais aussi quand même, je pense que cette fourchette, elle sert aussi à dire on est quand même à peu près conscient que toutes les grossesses ne durent pas pile poil 41 et ça. Et donc là, cette personne nous dit que dans sa maternité, on considère que le terme, c'est le terme. On sait pile poil le jour de la fécondation, donc on saura pile poil le jour de la naissance de ce bébé. Donc déjà, moi je trouve ça hyper problématique. Qui sont ces gens qui ne prennent pas une once de recul pour se dire tiens, une grossesse peut peut-être durer 41 semaines et 2 jours, et ce serait ok. Donc je parle même pas d'aller au-delà des 42 SA, c'est un autre sujet que j'ai abordé dans un épisode précédent de mon podcast, et sur lequel je reviendrai très, très certainement. Mais je sais pas, c'est quand même fou, non? Donc déjà, cette maternité, elle déclenche. T'as eu ta FIV, on sait à quel jour une fécondation, tu arrives à 41 SA, on te déclenche, point barre. Déjà, moi je trouve que ça dit quelque chose sur cette maternité qui est pas hyper positif. Et ensuite, cette personne dit que donc, elle a été déclenchée, et que, bon, la dilatation se passe bien, et qu'au moment de pousser, elle n'y arrive pas. Et elle dit, donc je regarde mes notes, elle dit qu'elle n'arrive pas à pousser parce que son bébé regardait vers les étoiles, et que donc son bébé n'arrive pas à descendre. La réalité de ça, c'est plus complexe. C'est pas un bébé qui est dans un positionnement qui n'est pas optimal, parce qu'effectivement, regarder vers le ciel, c'est moins optimal, mais ça n'empêche pas un bébé de sortir. Ce qui peut vraiment empêcher un bébé de sortir, c'est la position allongée sur le dos, qui n'est pas une position physiologique, je pense qu'on le rappellera jamais assez, ce n'est pas une position physiologique de par plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on n'a pas la gravité qui joue pour nous, ok ? Parce qu'effectivement, quand tu as la gravité, bon, bah, ton bébé, il va plus simplement comprendre le chemin qu'il doit prendre pour sortir. Quand tu es allongé sur le dos, bah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il faut aussi se rappeler que quand on est allongé sur le dos, le bassin n'est pas dans une position optimale, il n'est pas dans une ouverture optimale pour laisser un bébé passer, surtout si le bébé se présente d'une manière un peu moins facile que la position haut du crâne en premier, et en regardant plutôt vers le sol. L'autre énorme problème de cette immobilisation sur le dos par la péridurale, c'est qu'on ne peut pas bouger. Et effectivement, c'est déjà le cas pour un bébé qui est bien positionné, qui est positionné, disons, de manière optimale. Il sera quand même content que la personne enceinte puisse bouger, faire des mouvements avec son bassin pour aider le bébé à cheminer. Mais si en plus le bébé a une position qui est moins optimale, qui lui permet moins facilement de descendre, si en plus on est immobilisé et qu'on ne peut pas faire jouer le bassin, faire des cercles, rentrer les genoux, écarter les pieds, c'est une position dont on pourra reparler, qui aide aussi le bébé à cheminer. Enfin, ce qui est important à comprendre ici, c'est que quand elle dit, et donc ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle a entendu du système, hein, moi encore une fois, et je pense que c'est important que je le remette, je ne critiquerai jamais les mères et ce qu'elles pensent avoir vécu de leur accouchement, ou ce qu'elles ont ressenti de leur accouchement, ça je ne le critiquerai jamais. Moi ce que je critique, c'est le système, c'est ce que les soignantes et soignants font croire aux personnes en train d'accoucher. Et donc là, effectivement, ce que la mère dit, c'est ce qu'elle a entendu de la part des soignants, c'est que le bébé regarde vers les étoiles, c'est difficile de pousser, vous n'allez pas y arriver. Ou c'est plus difficile, voilà. La vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quand il y a une péridurale, une immobilisation sur le dos, c'est plus difficile pour un bébé de cheminer, qu'il soit bien ou mal positionné. Donc là, un bébé qui regarde vers les étoiles, bah oui, si t'es allongé sur le dos avec la péridurale, ça va être plus difficile pour toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la faute, c'est pas la tienne, et c'est pas la faute de ton bébé, parce qu'il regarde vers les étoiles. La faute, elle est au système, qui met des péridurales sans se demander si ça peut rendre plus complexe l'accouchement, sans informer les personnes enceintes des risques que ça comporte, et sans proposer aux personnes enceintes un autre accompagnement pour gérer la douleur, ou une impression de douleur, ou une impression qu'on va pas y arriver. Il y a plein d'autres manières que la péridurale pour gérer ça. Donc, le bébé n'arrive pas à descendre à cause de cette position allongée de la péridurale, et effectivement, elle dit que le gynécologue arrive, qui tape dans ses mains, et ça, franchement, et donc elle le dit, sympa le geste qui veut dire spatule. Et ensuite, elle dit qu'elle a senti le truc, qu'elle a senti les spatules, et à quel point il bougeait le bébé comme ça à l'intérieur d'elle. Mais juste qu'on se rende bien compte de ce que cette personne a vécu, et son bébé. Ce n'est pas normal. Et donc elle dit,
Elle a l'impression qu'il va lui arracher la tête à son bébé. Et elle sort et elle est toute amochée et tout. Enfin, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait vivre au bébé, en fait ? Juste parce que la péridurale, c'est normal. La péridurale, c'est ça qu'il faut faire. On amoche un bébé. Enfin, vraiment, moi, je ne comprends pas que ce soit aussi normalisé. Et je pense que les mères à qui on fait vivre ça et qui ont des bébés à qui on a fait vivre ça, je pense qu'elles savent au plus profond d'elles-mêmes que c'est pas normal, mais elles n'arrivent pas à mettre le doigt dessus. Et ensuite, cette personne dit « je fais une hémorragie ». Ça m'a un peu interpellée la manière dont elle le dit. Elle dit donc je me sens partir, je vois ma tension qui descend, j'ai envie de vomir, je le dis. Donc bon, je fais une hémorragie et puis voilà. Comme si c'était logique, normal, inévitable. Et bien sûr qu'elle le vit comme ça parce que c'est comme ça que le dit le système, que le disent les soignants. L'accouchement, il y a un risque d'hémorragie énorme. Mais en fait, peut-être que s'il n'y avait pas eu de péridurale, peut-être que s'il n'y avait pas eu les spatules, peut-être que si on avait respecté le corps de cette personne, l'humanité de cette personne, elle n'aurait pas fait d'hémorragie en fait. Et ça, je sais que c'est difficilement audible et que de toute façon on ne saura jamais, mais ce qu'on sait, parce que les statistiques le disent, les chiffres le disent, c'est qu'un accouchement à la maison sans instrument, par exemple, diminue le risque de faire une hémorragie du postpartum. J'ai plus les chiffres en tête. Je pense qu'on divise par 3 ou par 4 les chiffres. J'ai pas noté plein de choses à dire dans cet épisode qui était hyper... Il y a des choses aussi très bien qui se passent par moment et effectivement, je m'étais dit qu'il fallait que je note aussi les choses bien. Parce que c'est bien de souligner ce qui est bien. Là, j'ai pas eu ce réflexe, mais je vais le faire pour les prochains épisodes de relecture de Bliss que je ferai par la suite. Je noterai aussi des choses qui sont bien. Mais donc là, effectivement, j'ai pas noté énormément de choses dans cet épisode. J'ai juste noté ça qui m'a choquée. Donc là, je parlais de l'accouchement d'une des personnes qui était là, je ne sais plus exactement laquelle. Son accouchement commence, en gros, je crois qu'elle dit qu'elle gère bien ses contractions, qu'elle n'a pas particulièrement envie de prendre la péridurale. Il y a cette sage-femme qui lui dit attention, si vous attendez trop, vous ne pourrez pas prendre la péridurale après. Donc ça, c'est de la manipulation mentale. Et il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Le nombre de personnes, le nombre de femmes qui ont accouché qui racontent qu'on leur a dit ça, qu'elle voulait pas forcément la péridurale, mais qu'on leur a dit que l'anesthésiste ne serait pas forcément dispo, ou alors qu'après il serait trop tard. Enfin, c'est de la manipulation mentale. Encore une fois, quelque chose que j'ai pas encore dit dans cet épisode, mais que je pense qu'il est important que je redise à chaque fois, ce que je critique, c'est un système. Ce ne sont pas les soignants et soignantes en tant qu'individus. Les soignants et soignantes, ils sont amenés à prendre des décisions et à faire des choses qui ne sont pas correctes, parce qu'ils gravitent dans un système qui est malsain, qui est délétère. Le système médical, et plus précisément le système obstétrical, c'est un système qui est profondément misogyne. C'est un système qui n'offre aucune reconnaissance pour les personnes qui travaillent dans ce système. Donc, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'équipe. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent, et notamment en obstétrique, mais dans n'importe quel service hospitalier, ils sont tous en sous-effectif, il manque des gens, il manque des soignants, il n'y a pas de gens pour avoir des rotations sur des horaires qui soient sains. Et ça fait que les soignants, ils travaillent dans des conditions qui sont trop difficiles en fait. Et n'importe qui, je pense, perdrait de son humanité à un moment donné à travailler dans ces conditions-là. Quand t'as pas le temps pour toi-même faire une pause, pour toi-même aller faire pipi, pour toi-même manger quelque chose. Comment veux-tu, quand toi-même tu es vide, comment veux-tu pouvoir t'occuper de quelqu'un ? Enfin, moi, ça me paraît impossible. Et donc, on le sait que pour les sages-femmes, c'est beaucoup plus simple, une personne qui accouche sous péridurale, parce qu'il n'y a pas besoin d'être auprès de cette personne, elle n'a pas de besoin particulier puisqu'elle est sous péridurale, donc il n'y a pas besoin de l'accompagner émotionnellement, il n'y a pas besoin de la rassurer, ou en tout cas dans des proportions moindres. Avec l'ocytocine de synthèse, ensuite, tu peux gérer quand est-ce que le bébé va sortir, etc., etc. Donc c'est ça, le point, c'est que dans ce système, l'humain, qu'on parle des soignants ou qu'on parle des patientes, il passe après tout. Enfin, oui, il y a des questions de rentabilité beaucoup, mais il passe après tout. Donc là, effectivement, la sage-femme qui dit on va vous mettre la péridurale, elle pense pas forcément à mal. Et puis surtout que les soignants et les soignantes ont beaucoup de mal à remettre en question leur pratique. Donc ça découle de tout ce que je viens de dire, parce qu'ils n'ont pas de toute façon de disponibilité mentale, à mon sens, pour prendre le recul et remettre en question ce qu'ils font au quotidien.
Et puis il y a aussi de toute façon cette survalorisation de quand tu es médecin, donc t'as pas d'argent. Quand tu es soignant, t'as pas d'argent, mais t'as ce statut de dire t'es sachant, tu sais mieux que tout le monde, donc voilà. Et donc il y a ça aussi qui crée un rapport de domination, qui crée un rapport qui est hyper déséquilibré et qui fait que les soignants ne se disent pas que peut-être parfois ils ont tort, que peut-être parfois ce qu'on leur apprend c'est pas ok, que peut-être parfois il faudrait réfléchir autrement. Je referme cette parenthèse. Le fait est que la soignante dit à cette personne qui est en train d'accoucher, si vous prenez pas la péri, voilà. Donc elle prend la péridurale et elle dit qu'elle le vit plutôt bien, qu'elle est shootée, mais qu'elle le vit plutôt bien. Et donc là, oui, quelque chose qui est quand même intéressant dans cet épisode-là, enfin dans ce récit-là d'accouchement, c'est que la personne qui accouchait explique qu'elle avait ses contractions, elle les gérait, on lui suggère la péridurale, elle prend la péridurale, elle commençait à fatiguer et la péridurale fait qu'en 20 minutes, elle a fini de dilater et qu'il était déjà temps de pousser. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très sujet à polémique. Est-ce que la péridurale facilite le travail ? Est-ce que la péridurale ralentit le travail ? Et en fait, je pense que c'est comme tout le temps, ça dépend des individus. Il y a des personnes pour qui la péridurale va ralentir le travail, va arrêter des contractions. Ça existe, c'est une réalité. Et il y a des personnes pour qui la péridurale va permettre une dilatation hyper rapide et une arrivée au moment de pousser beaucoup plus rapide. Ceci étant, c'est pas parce qu'on arrive au moment de pousser plus rapidement qu'on va pousser dans des bonnes conditions, qu'on va sentir ce qui est en train de se passer, qu'on va pas se prendre des doigts pour vérifier la dilatation, chose qu'on a peut-être pas envie de recevoir. Et donc là, en l'occurrence, pour cette personne, la péridurale a apparemment fait que l'accouchement s'est accéléré, et voilà. Et donc elle explique qu'elle pousse, qu'elle trouve ça super, que la tête sort, et que la sage-femme dit « Attendez, je vais passer les épaules, et ensuite vous pourrez attraper votre bébé. » Sauf que ça c'est pareil, passer les épaules, rentrer comme ça dans l'intimité de la personne, j'allais dire risquer de lui faire mal, elle a la péridurale, donc non mais le bébé il va sentir quand même des choses, tu lui laisses pas faire sa rotation tout seul puisque t'es là, tu vas chercher les épaules. C'est encore une fois une pratique qui est considérée comme normale, qui moi me questionne beaucoup. C'est-à-dire que ce bébé qui est parfaitement capable de faire sa rotation tout seul et de passer, il a besoin de personne. Encore une fois, évidemment, c'est bien plus vrai dans le cas d'un accouchement physiologique. Il peut y avoir plus de problématiques dans le cadre d'un accouchement où on est allongé sur le dos avec une péridurale. Mais là, apparemment, il n'est pas particulièrement mention de problématique. C'est simplement que la soignante a dit, évidemment, la tête elle est sortie, donc maintenant je vais passer les épaules et ensuite voilà. On prive les bébés de leur capacité à faire quelque chose. On les laisse pas être acteurs eux aussi de leur naissance. On ne sait pas ce que ça fait sur eux en fait. Et partir du principe que ça fait rien, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste des nourrissons, moi je trouve ça problématique. Et on passe ensuite au gros point de cet épisode, de l'épisode de Bliss. C'est cet accouchement qui va pas bien se terminer. En gros, la personne qui est en train d'accoucher, elle explique qu'elle voulait un accouchement physiologique, qu'elle s'était préparée à ça et que donc elle est dans une salle nature et que voilà, tout se passe bien et la dilatation du col se passe bien, enfin tout va bien. Et en fait, à un moment donné, la soignante, la sage-femme, dit à cette personne qui est en train d'accoucher « Est-ce que vous voulez qu'on perce la poche des os ?» Parce qu'en général, les femmes qui accouchent de manière physiologique, elles aiment bien qu'on fasse ça. Comme ça, quitte à le faire sans péri, autant que ça aille rapidement. Il n'y a pas de malveillance dans les paroles de cette sage-femme. Il n'y a pas de la malveillance, ce n'est pas ce que je dis. Il y a de l'ignorance, et en fait, elle ne se rend pas compte, cette sage-femme, que quand elle dit ça, elle manipule, encore une fois, la personne qui est en train d'accoucher, et elle interfère avec cet accouchement qui se passait si bien. Enfin, qu'est-ce qu'il y a besoin d'intervenir, de faire quelque chose ? Pourquoi on ferait quelque chose ? On va rappeler les fondamentaux sur la rupture de la poche des os artificielle, donc par quelqu'un, et les risques que ça comporte. Donc d'abord, quand on accouche effectivement de manière physiologique, on peut ressentir de fortes douleurs, tout comme on peut ne pas en ressentir, mais on peut ressentir de fortes douleurs, et la poche des os, elle a une utilité qui est très importante au moment des contractions, c'est que cette poche des os, elle peut agir comme un amortisseur et faire que les contractions, elles sont moins douloureuses. Et il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ça,
du moment où la poche des os s'est rompue d'elle-même ou que quelqu'un a rompu la poche des os artificiellement, les douleurs sont devenues beaucoup plus difficiles à gérer. Donc, si ça arrive comme ça et qu'on est dans une poussée et que le bébé arrive, on va pas... il n'y a rien à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait infliger ça à quelqu'un ? Pourquoi est-ce qu'on voudrait se dépêcher là que ça se termine ? La personne enceinte n'est pas en train de dire je veux que ça se termine vite, j'en peux plus, faites quelque chose. Et quand bien même elle dirait j'en peux plus, faites quelque chose, on peut aussi la rassurer, lui dire que tout va bien. Mais vouloir forcément intervenir et la mettre dans un moment d'intense douleur, et donc c'est ce qu'ensuite la personne en train d'accoucher va décrire, elle va dire une douleur insoutenable et qui était même anormale, et donc il y a peut-être un lien avec ce qui s'est passé ensuite, on ne saura jamais. Mais donc d'une part ça, et d'autre part, rompre la poche des os de manière artificielle, ça augmente les risques de faire une procidence du cordon. La procidence du cordon, ça peut être dramatique. Une procidence de cordon, c'est donc un cordon qui sort du vagin et donc de la vulve de la personne en train d'accoucher avant le bébé. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que le cordon ombilical, il va être compressé d'une manière qui n'est absolument pas physiologique. Ce n'est pas normal que ça arrive, hein, c'est très grave. Et il n'y a plus de sang en fait qui va au bébé s'il y a une procidence de cordon. Donc il y a des choses à faire pour essayer de se dire on peut essayer de gagner un peu de temps. Par exemple, de se mettre en chien tête en bas, mais t'es en train d'accoucher, t'as pas envie de faire un chien tête en bas. Mais voilà, de mettre le bassin et les fesses plus haut que le reste du corps pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de pression au niveau du périnée, là où le cordon est, alors qu'il ne devrait pas y être. Et donc ça, c'est césarienne code rouge. Donc pourquoi on perce une poche des os là ? Et en plus, avec un oui, elles aiment bien faire ça les femmes quand elles accouchent de manière physiologique, mais et en plus, c'est partir du principe que, mais après c'est une lecture du système qui est, enfin oui, on le sait, hein, pour eux. Tout le monde doit rentrer dans le même schéma, tous les accouchements doivent se passer de la même manière, etc. Et effectivement, dès qu'il y a quelque chose qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, ça ils comprennent pas, ils vrillent. Mais effectivement, dire les femmes qui accouchent de manière physiologique, elles aiment bien. Je m'en fous des femmes qui accouchent de manière physiologique, ce qui compte c'est moi là maintenant, et là moi maintenant, je vois pas pourquoi on ferait ça, quoi. C'est tout un système de pensée à revoir. Et donc effectivement, cet accouchement va se terminer de manière dramatique parce que ce bébé ne va pas vivre. Et donc la personne qui a enfanté de ce bébé raconte à la fin que quand ils ont eu les résultats de l'autopsie, ce qui a été vu, c'est qu'il y avait une très légère malformation, et donc là, pardon, j'ai plus les termes, mais de la carotide ou d'une veine, enfin quelque chose, d'un vaisseau sanguin important qui faisait que le cœur ne pouvait pas être alimenté comme il fallait et que ce bébé n'aurait pas pu vivre. Et c'est une anomalie qui n'avait pas été vue à l'échographie du deuxième trimestre, l'échographie anatomique, parce que c'était une malformation très petite, et voilà. Et en fait, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est à la fin, donc cette personne qui a accouché dit qu'elle s'est posé plein de questions, elle se demande si quelque chose était de sa faute, elle se dit est-ce que j'aurais pas dû accepter qu'on perd sa poche des os, etc. Ce sont des questions que je trouve légitimes, et Clémentine qui balaye un peu ça et qui dit un truc genre avec des si on pourrait tout refaire et en gros ça sert à rien. Mais moi je pense que c'est intéressant de se poser ces questions, même s'il faut se poser les questions dans le bon sens, c'est-à-dire que là le tort ne sera jamais à la mère d'avoir accepté qu'on rompe sa poche des os, parce que quand on est dans un moment de vulnérabilité aussi extrême qu'un accouchement, on n'est pas en mesure de prendre des décisions, on est juste en mesure d'accoucher, de laisser parler le cerveau émotionnel, le cerveau archaïque, ce cerveau qui est juste instinctif, donc juste j'enfante, quoi. Je ne suis pas capable de réfléchir et de prendre une décision quand j'enfante. Donc quand quelqu'un te pose une question aussi importante que ça pendant que t'enfantes, c'est cette personne qui est en tort en fait. Et toi, tu fais juste ce qu'on te dit. On te dit les gens aiment bien faire ça, donc pourquoi est-ce que tu essaierais de creuser avec ton cerveau qui n'est pas en mesure de faire ça à cet instant-là, de te dire oh, tout le monde aime bien faire ça, mais moi non, je vais refuser. Il y a des personnes qui le font, hein, à qui on dit elles sont en train d'accoucher, elles disent non, foutez-moi la paix, mais tout le monde n'est pas capable de ça, enfin tout le monde n'est pas dans la même disposition, parce qu'encore une fois, tout le monde ne réagit pas de la même manière, et il faut que le système entende ça. Nous sommes des individus, nous ne sommes pas, c'est pas un groupe, enfin, tu peux pas nous considérer comme un groupe de gens, enfin non. Je pense qu'il faut pas balayer ce type de réflexion de et si, est-ce que les choses auraient pu se passer autrement ? Parce que peut-être que les choses auraient pu se passer autrement, on n'en saura jamais rien. Mais en revanche, oui, ce qu'il faut cadrer, c'est bien rien n'est de ta faute. À toi, personne qui a enfanté, qui a vécu des traumatismes, rien n'est de ta faute. Jamais. Et donc, l'écoute de cet épisode a été très très dure parce qu'en plus, les résultats de l'autopsie, elle les donne à la toute fin de l'épisode, de l'enregistrement, parce que le récit et les trois personnes qui racontent leurs histoires, ça s'est déroulé comme ça. Et donc moi, effectivement, sur le dernier tiers de l'écoute, pour moi, c'était évident que la rupture de la poche des os était responsable
du problème de ce bébé. En vérité, je ne sais pas. L'autopsie dit que non. Enfin, l'autopsie dit qu'il y avait un problème et qu'il n'y a pas de corrélation avec cette histoire de poche des os. Effectivement, il n'y a sûrement pas de corrélation avec cette histoire de poche des os. Mais il y a quand même un truc que je voulais aborder et qui me semble très important, c'est qu'il y a des pratiques qui sont tellement banalisées qu'elles sont considérées comme inoffensives alors qu'elles ne le sont pas forcément. Je vais parler là d'un exemple très concret. J'ai une amie qui voulait enfanter chez elle avec une sage-femme et elle arrivait à 42 SA. Et sa sage-femme lui a dit « Je vais pas t'accompagner pour ton accouchement chez toi si tu dépasses tes 42 SA ». Mon amie était terrorisée à l'idée d'accoucher à l'hôpital et elle s'est dit « Qu'est-ce que je peux faire pour que mon accouchement arrive là, chez moi, et que je sois en sécurité ?» Et donc effectivement, quelque chose qui est très connu et qui se fait très souvent, c'est de prendre un mélange à base d'huile de ricin. C'est pratiqué depuis très longtemps, c'est pratiqué assez souvent, et on considère que c'est une pratique qui est sans danger. Attention quand même, c'est pas un mélange qu'il faut boire à n'importe quel moment dans la grossesse parce qu'on veut pas que le bébé sorte à n'importe quel moment, hein. Mais il est considéré par les sages-femmes que, par la plupart des gens qui travaillent au sein des naissances, que ce genre de choses c'est inoffensif. Un peu comme la rupture de la poche des os. Même si je viens de citer des éléments qui sont hyper graves, des risques et des dangers qui existent bel et bien, pourtant c'est pas pris en compte. Pour finir sur mon histoire d'huile de ricin, mon ami a pris ce mélange d'huile de ricin, ça a effectivement déclenché les contractions, ça a effectivement engrangé le travail, sauf qu'elle a eu des contractions qui étaient excessivement fortes, rapprochées, difficiles à gérer, et son bébé s'est retrouvé en détresse fétale. Donc le rythme cardiaque qui descend trop pour la sage-femme qui était présente à son accouchement à domicile, et qui a dit en fait maintenant on va transférer, on va aller à l'hôpital, il faut que ton bébé naisse. Et mon amie a subi une césarienne. Son bébé va très bien. Mais c'est pas ça la question en fait, parce que mon amie, elle a vécu un traumatisme. Elle voulait pas aller à l'hôpital. Elle voulait pas de césarienne. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que les gens disent « Ah oui, mais tu vois, ton bébé, il y avait quelque chose qui allait pas. Heureusement qu'il y avait l'hôpital, t'aurais pu mourir. » Moi, c'est pas ça que je lis. Mon amie, elle a pris ce mélange à base d'huile de ricin qui lui a provoqué des contractions insoutenables que son bébé n'a pas bien vécu, que son bébé n'a pas bien géré. Et pourquoi elle a pris ce mélange à base d'huile de ricin ? Parce qu'elle était à 42 SA et que sa sage-femme lui a dit « Je te laisse tomber ». C'est ça en fait qui s'est passé. C'est cette sage-femme à domicile, pour toutes les raisons qui lui sont propres et que je comprends, elle lui a dit qu'elle la laissait tomber. Et mon amie ne pouvait pas entendre ça. Elle avait trop peur. Et je comprends. Donc, elle a été dans le système. Et mettre le pied dans le système, c'est ça. C'est dire, ok, je vais obliger mon bébé à naître avant 42 SA. Quelque chose dont on se disait, l'huile de ricin, c'est rien, vas-y, c'est bon. Et en fait, non, c'est pas rien. Interférer avec la naissance, ce n'est pas rien. Et oui, la moindre petite chose peut avoir des conséquences dramatiques. Oui, se rendre à l'hôpital, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On n'est plus dans sa bulle, on n'a plus d'ocytocine, les contractions s'arrêtent. Et à l'hôpital, on va vous dire « Ah, bah oui, mais alors, vous êtes à 4, 5, on vous garde. » Donc oui, ocytocine de synthèse. Donc oui, contraction trop forte pour le bébé qui va faire une détresse fétale, ça va se finir en césarienne. Et là, je dis « ça va », comme si c'était inéluctable. Je ne veux pas dire que c'est automatique. Je parle d'augmentation des risques. Oui, prendre de l'huile de ricin, c'est augmenter les risques. Et encore une fois, quand je dis ça, je ne critique... Enfin, j'espère que vous l'entendez, ce n'est pas mon amie que je veux remettre en question ici. Elle était en détresse. Elle était dans un moment d'extrême vulnérabilité. Et le système lui a dit, t'as pas le choix. J'espère que cet épisode vous a plu. Je me suis pas énervée, je crois, cette fois, c'est pas mal. N'hésitez pas à laisser des étoiles, des commentaires, à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Ça m'aide énormément à voir déjà que mon travail est vu, apprécié. Ça aide aussi d'autres personnes à le découvrir et c'est quand même le plus important. Venez me voir sur TikTok, sur Instagram, abonnez-vous à ma newsletter. Je vous embrasse, prenez soin de vous et souvenez-vous, faites-vous confiance. Faites-vous confiance.